Bonjour à tous, bienvenue pour cette table ronde dédiée à l'intelligence artificielle et à son rôle dans la décarbonation du mix énergétique. Donc, je suis Ingrid Milsan, je travaille au sein du pôle de compétitivité Tenerdis, pôle de la transition énergétique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous sommes présents sur le salon avec un stand important. Vous pouvez venir nous rencontrer à l'issue de cette conférence. Et je suis particulièrement ravie d'animer cette table ronde puisque je coordonne au sein du pôle un projet européen qui s'appelle MINASMART et qui traite justement de la question de l'usage de l'intelligence artificielle dans différents secteurs applicatifs. Et pour ce qui est de Tenerdis, nous nous occupons bien sûr du secteur de l'énergie. Donc j'ai autour de moi 3 intervenants de profils très variés, donc je pense qu'on devrait avoir des échanges riches. Je commence par ma droite, donc Thibaut Janvier, senior manager en charge du secteur de l'électricité chez Yele Consulting. Au centre, Nicolas Saubin, CEO de Astris, une start-up dont il nous dira plus tout à l'heure. Et puis, last but not least, Joachim Viau, qui est responsable data et IA chez GEG, Gaz Électricité de Grenoble. Donc merci à tous les 3 pour votre participation à ces échanges. Et j'adresse donc ma première question à Thibaut Janvier, qui travaille depuis donc une dizaine d'années dans le secteur de l'énergie, plus de 8 ans chez Yele Consulting. Et donc un petit mot sur Yele Consulting, c'est un cabinet de conseil spécialisé dans l'énergie, mais aussi dans l'IA. Je l'ai découvert en travaillant avec vous cette table ronde. Et un cabinet qui a d'ailleurs publié en novembre 2024, donc tout récemment, un rapport sur l'intelligence artificielle au service de la conduite des réseaux électriques. Donc vous êtes a priori bien informés sur le sujet qui nous intéresse. Donc ma première question s'adresse à vous. Comment est-ce que vous voyez le rôle de l'intelligence artificielle dans la décarbonation de notre mix énergétique ? Merci pour cette introduction, Ingrid. Bonjour à toutes et à tous. Peut-être avant de directement répondre à cette question, peut-être faire un petit pas en arrière pour parler de justement la manière dont se transforme notre système énergétique et en particulier notre système électrique. Puisque quand on parle de décarbonation, je pense que ça a été dit sur un certain nombre de conférences depuis ce matin, on parle évidemment de décarboner tout ce qui est possible de faire sur la chaleur renouvelable, sur les gaz verts, mais on parle évidemment, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, d'électrification des usages dans tous les secteurs de l'économie. Et pour pouvoir parvenir à cette électrification des usages, ça nécessite de transformer en profondeur notre système électrique. Et ces transformations, on va les voir de plusieurs manières. D'abord, on a un système électrique qui devient beaucoup plus complexe, qui passe d'un système avec une logique centralisée, où on avait quelques grandes unités de production, quelques très grosses centrales de production disséminées sur le territoire, mais bien localisées, à un système avec beaucoup plus de production distribuée, avec une production qui devient plus variable, plus difficile à prévoir longtemps à l'avance, qui n'est pas pour le moins pilotable, mais qui devient plus difficile à prévoir, avec des flux qui transitent sur les réseaux de transport et de distribution qui changent, et avec également une demande qui se transforme, une demande qui devient elle aussi de plus en plus flexible, de plus en plus pilotable. Tout ça, toutes ces sources de complexité finalement de système électrique qui devient plus complexe, ça fait qu'on va retrouver des cas d'usage intéressants pour l'utilisation de l'IA et des outils IA dans ce secteur de l'énergie, dans le secteur de l'électricité. Je vais en citer peut-être 3. Je crois que chacun de nous 3 ensuite a envie de revenir un peu plus en détail sur certains de ces cas d'usage. Mais donc les trois principaux qu'on voit nous aujourd'hui émerger, ça va être un premier plutôt autour d'un enjeu de performance opérationnelle. Performance opérationnelle des infrastructures de production et des infrastructures de réseau, évidemment. Performance opérationnelle aussi liée à tout ce qui va toucher au processus back-office. On parle beaucoup chez les gestionnaires de réseau de murs des demandes de raccordement, justement d'industriels, de batteries,
de data centers qui viennent faire des demandes de raccordement aux gestionnaires de réseau pour pouvoir électrifier leur processus. Je crois qu'il y a des files d'attente importantes. Exactement, on a des files d'attente parfois de plusieurs années pour raccorder certains projets. Les outils IA sont des outils intéressants justement pour pouvoir traiter en masse, rapidement, plus facilement, automatiser un certain nombre de choses sur les processus de traitement de ces dossiers-là qui ont une composante réglementaire, administrative et technique extrêmement importante. Ça, c'est une première catégorie de cas d'usage. La deuxième, elle va toucher plutôt à l'optimisation de la production ou de la consommation. Optimisation qui va toucher à l'utilisation de modèles prédictifs, de modèles auto-apprenants qui vont permettre d'avoir les prévisions les plus fiables possibles, justement pour pouvoir bien placer une production, une consommation par rapport à des conditions ou à des paramètres d'entrée dont il faut tenir compte, qui peuvent être des paramètres de confort d'utilisation d'un bâtiment, qui peuvent être des paramètres marché, tout simplement pour pouvoir valoriser au mieux possible, optimiser le plus possible la valeur marché d'un parc de production ou d'un actif flexible, d'une batterie par exemple. On a des cas comme ça qui existent. Et puis la troisième composante, celle peut-être sur laquelle je reviendrai un petit peu plus en détail tout à l'heure, puisqu'on a un retour d'expérience intéressant chez Yele là-dessus, c'est celle des outils pour l'optimisation finalement du système électrique lui-même, l'optimisation du réseau, de sa gestion par rapport à toute cette complexité que j'évoquais auparavant, d'un système où les flux sont davantage variables et où on a davantage de leviers d'action que ce qu'on avait auparavant pour agir sur les différentes contraintes physiques des réseaux en tension, en intensité et en fréquence. On aurait pu inviter Enedis à la table ronde, mais vous avez vu, on est déjà au complet, donc vous allez nous parler de ces sujets-là. Joachim Viau, donc chez Gaz Électricité de Grenoble, de quelle façon est-ce que l'intelligence artificielle est mise à contribution pour vous aider dans vos activités? Merci Ingrid, heureux d'être parmi vous. Tout ce que je veux dire, c'est que j'ai la chance de travailler pour Gaz Électricité de Grenoble. Gaz Électricité de Grenoble, c'est ce qu'on appelle une sorte d'ELD, pour ne pas utiliser les jargons. Mais seulement, c'est que nous embrassons plusieurs métiers. La fourniture, la distribution, la production, l'éclairage public, pour n'en citer que ces métiers. Et en plus, c'est que dans le cadre de la production, nous faisons à la fois du photovoltaïque, nous avons des ouvrages des parcs éoliens et nous faisons de l'hydro. Donc du coup, nous avons, entre guillemets, plusieurs problèmes pour régler la différence, l'équilibre entre la demande et l'offre. Donc comment produire pour que justement on puisse éviter un déséquilibre sur le réseau et comment consommer à bon escient. Donc l'IA prédictive nous aide pour ça. En input pour les consommations, pour les prédictions de consommation du lendemain ou des 3 jours à venir, nous utilisons l'historique de nos données, nous utilisons les puissances soutirées sur le réseau la veille, nous utilisons les données météo, nous utilisons les données calendaires, et à partir de là, nous faisons une prédiction de ce que vont consommer nos clients le lendemain ou les jours à venir. Et nous utilisons donc du coup des algorithmes de machine learning, de deep learning, et nous testons, entre guillemets, la performance de ces algorithmes dans le cadre de la prédiction. Le problème, il n'est pas nouveau, puisque on savait de toute façon, on utilisait des modèles statistiques, SARIMA, pour pouvoir prédire ces consommations. L'arrivée de l'IA prédictif amène, entre guillemets, des solutions d'optimisation qui font que, justement, on jugule mieux l'écart entre les données prédites et les données réelles. Le but, c'est de dupliquer, entre guillemets, ces outils pour de la production. Et donc, du coup, on saura identifier et prédire au plus juste ce que vont produire nos ouvrages de production. Et donc, tant que ce soit photovoltaïque, que ce soit dans l'hydro ou les parcs éoliens dont on dispose. Et en plus de ça,
nous venons de nous doter de 3 unités de stockage d'électricité pour pouvoir injecter sur le réseau l'électricité quand, entre guillemets, il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande, ou soutirer de l'électricité et, entre guillemets, les stocker sur nos unités de stockage quand, entre guillemets, il y a surproduction. Et donc ça, l'IA nous permet de savoir et d'identifier quand est-ce qu'il faut soutirer, quand est-ce qu'il faut injecter. Même si, entre guillemets, on sait à peu près par saisonnalité quand est-ce qu'il faut produire et quand est-ce qu'il faut soutirer, l'IA affine, entre guillemets, ses prédictions. Voilà comment nous utilisons, Ingrid, l'IA dans nos quotidiens et dans les prédictions de production et de consommation. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et maintenant, on va donner la parole à une start-up, Astris, représentée par Nicolas Saubin, pour qu'il nous explique, lui, comment il s'est emparé peut-être des technologies IA pour développer une offre de services innovante et de quelle façon ça peut contribuer également à décarboner le mix. Merci Ingrid, bonjour à tous. Alors, pour gérer et créer le réseau, effectivement, c'est important de prévoir la production, de pouvoir gérer justement des aléas dans trop de production, pas assez de production. Mais ça fonctionne si les outils de production, si les centrales sont en état de fonctionnement. On a aussi d'autres moyens pour écréter le réseau, c'est de pouvoir mettre en route ou arrêter des unités de production dans les industries très énergivores. Mais là aussi, ça fonctionne si les outils sont en état de fonctionnement. Donc c'est là que nous, on apporte une brique et un outil, une solution pour permettre de fiabiliser ces outils, d'augmenter la production. Et on fait ce qu'on appelle de la maintenance prédictive, de la maintenance conditionnelle. Donc notre métier, c'est détecter des défauts sur des machines industrielles le plus en amont de la panne. Alors comment ça marche ? On fait d'abord du traitement du signal. Donc on vient observer à travers les vibrations de ces systèmes mécaniques des changements de propriétés physiques sur les pièces. Donc on est bien sur une science déterministe. Donc toute cette partie-là est gérée par du traitement du signal automatisé en partie par l'IA. Et l'ensemble des indicateurs qui sont générés sont, eux, interprétés par de l'intelligence artificielle. Donc c'est comme ça qu'on a intégré sur une approche connue, éprouvée, utilisée depuis 15-20 ans dans l'industrie, un process qu'on a automatisé de bout en bout. Alors on l'a fait en partie avec 9 brevets et dépôts qui sont issus de 2 laboratoires du CNRS. Et c'est à travers cet outil-là qu'on travaille aujourd'hui très majoritairement, puisqu'à 90% on travaille dans le secteur de l'énergie, beaucoup l'éolien, onshore, offshore, mais également l'hydroélectricité. Et donc, l'enjeu essentiel pour nous, c'est que nos clients aient l'information le plus tôt possible, puisque si on détecte un défaut quelques jours ou quelques semaines avant la panne, on fait finalement de l'arrêt d'urgence amélioré. Alors effectivement, on évite de tout casser, mais si je prends l'exemple de l'éolien, presque la moitié des pannes viennent des roulements principaux. Un roulement aujourd'hui en délai pour avoir la pièce, c'est 4 à 6 mois selon les périodes, sur les 2 dernières années. Et donc, si on arrête 2 semaines avant, on perd 4 à 6 mois de production. Ce qui est compliqué à gérer quand justement on a un réseau à écréter. Donc, l'avantage de venir fiabiliser, donner dans nos cas parfois 12, 18 mois avant la panne, la présence d'un défaut, c'est de permettre à l'industriel de commander les pièces, d'attendre le moment opportun, puisque en plus on a un énergéticien à côté. Il y a quand même un prix spot de l'électricité qui a quand même une variation très forte dans l'année. On a un ratio 10 entre le pic en hiver et le creux en été. Donc évidemment, quand on produit de l'énergie, on préfère arrêter les unités de production en été. Et cette grande antériorité, cette précision dans le diagnostic permet d'attendre, de rester en production et d'intervenir au moment opportun. Donc ça, c'est notre métier. Voilà en quelques mots ce que je peux dire sur notre utilisation de l'IA au sein des infrastructures énergétiques. Merci. On voit effectivement que déjà tous les deux, vous l'utilisez sur des segments différents, des applications différentes, mais qui, dans les 2 cas, permettent de maximiser le productible et donc la décarbonation de notre énergie. Alors maintenant, j'aimerais creuser un peu plus aussi la façon dont vous vous organisez en interne pour utiliser ces outils qui sont nouveaux.
Je pense qu'il y a des tas de façons de procéder. On peut développer un grand département informatique IA au sein de l'entreprise, selon sa taille. On peut sous-traiter. Enfin, comment est-ce que vous gérez l'appropriation de ces outils au sein de GEG, Joachim ? Alors, Ingrid, nous, on utilise les deux, en fait. C'est que, à la fois, on a un département data et IA, mais qui sert plutôt de maîtrise d'œuvre. Et au-delà de ça, on a un groupe de travail IA qui est transverse métier et dans lequel il y a, entre guillemets, des gens provenant de toutes les directions de GEG. J'ai une collègue qui est dans la salle, qui fait partie justement de ce groupe de travail IA, qui fait office alors de maîtrise d'ouvrage. Parce qu'il y a une différence entre savoir-faire, donc savoir pratiquer de l'IA, et identifier les besoins IA. Et identifier les besoins IA, je pense que le métier est plus à même de les identifier, contrairement à ce qu'on pense. Et donc le métier, avec ce groupe de travail transverse, identifie des besoins IA et après, nous, on définit s'il y a une solution qui existe déjà sur le marché, parce qu'on ne va pas réinventer l'eau chaude, hein, et sinon, du coup, on développe en interne ou on fait appel à des prestations. Première partie. Après, ce groupe de travail a aussi pour mission d'acculturer tout le groupe GEG à l'IA, surtout à l'IA générative, pour savoir quel outil déployer et quelles sont les conditions pour déployer ces outils-là, et quelles sont les règles, les droits et les devoirs des utilisateurs de ces outils au sein de l'entreprise. Et nous sommes dotés d'une charte IA qui a été validée donc, par le COMEX et par, entre guillemets, nos instances CSE. Et à partir de là, du coup, les missions du groupe de travail sont, entre guillemets, connues, transverses et rendent compte au COMEX. Et donc, du coup, c'est quelque chose qu'une fois que les besoins sont identifiés, priorisés, alors on peut les mettre en œuvre facilement. Et ça, c'est mon département qui s'en charge. Voilà comment on est structuré un peu chez GEG. Merci, c'est intéressant de voir à quel point c'est stratégique, ça rapporte directement au COMEX et en même temps ça diffuse au niveau de tous les services, donc grande capillarité de la question du sujet de l'IA dans l'entreprise. Nicolas, c'est pas la même taille d'entreprise chez Astris, pas le même business non plus. Comment vous vous êtes organisé autour de la question de l'IA ? Alors, nous, ça fait partie de nos deux grands pôles d'expertise qui sont le traitement du signal et l'intelligence artificielle. Donc c'est évidemment des compétences qui sont en interne. On a des docteurs et des ingénieurs sur une équipe scientifique et technique. Donc on a à la fois une partie ingénierie qui nous permet de renforcer notre proposition de valeur et rajouter des outils dans notre solution existante, qui est une solution SaaS, Software as a Service, mais on a également une activité de recherche qui est d'ailleurs en lien avec plusieurs laboratoires, puisqu'on est sur certains sujets à l'état de l'art. Donc on a toutes ces équipes qui sont en interne avec parfois quelques intervenants extérieurs qui peuvent, sur des sujets très précis, venir enrichir les compétences et les connaissances de l'équipe. Mais voilà, très majoritairement, effectivement, c'est un travail interne. Donc c'est une équipe sur cette partie scientifique d'une dizaine de personnes. C'est quand même assez conséquent. C'est effectivement pas accessible à toutes les entreprises. Je pense qu'il faut savoir où est son cœur de métier et quand faire appel à des compétences extérieures quand on a des besoins plus ponctuels. Dans notre cas, c'est notre cœur de métier. Donc on l'a internalisé. Je comprends, merci. Donc Thibaut, on pourrait se dire une société de conseil, ils font des études sur l'IA, mais... Qu'est-ce qu'ils font de concret sur l'IA ? mais voilà, en fait, vous en faites plus. Je vous laisse nous expliquer de quelle façon. Alors tout à fait, vous l'avez rappelé tout à l'heure dans l'introduction en présentant Yele, on est une société de conseil, mais on est aussi une société d'ingénierie.
Et ce terme-là, il est extrêmement important pour nous, puisque dès notre création il y a 15 ans, l'ingénierie était au cœur des missions, des premières missions qu'on a eues pour des gestionnaires de réseau. Puisqu'on s'est créé autour de missions pour de la conduite de réseau, de l'exploitation de réseau, donc de transport et distribution d'électricité. Et en fait, il y a 5 ans maintenant, on a eu un projet qu'on a incubé en interne au départ. Maintenant, c'est une société sœur de Yele au sein de notre groupe, de la société Jade Holding. On a créé un projet donc, qui visait à mettre en place un outil IA d'aide à la décision pour les chargés de conduite et les chargés d'exploitation de gestionnaires de réseau de transport ou de gestionnaires de réseau de distribution d'électricité. Ça s'est basé évidemment sur des années d'expertise qu'on avait développées sur les outils de conduite, sur les outils d'exploitation des réseaux auprès de ces gestionnaires-là, par rapport à leurs problématiques spécifiques. Et en fait, en partant d'une idée qui était de se dire, on a justement une gestion des réseaux d'électricité qui devient plus complexe qu'auparavant, donc avec davantage de variabilité, de la production qui est raccordée sur les réseaux de distribution, des flux qui vont dans tous les sens, beaucoup plus de leviers d'action que ce qu'on avait dans les années 90-2000 pour agir directement sur les organes du réseau, sur les infrastructures réseau, et pour agir également aussi sur la manière dont injectent les parcs de production ENR par exemple, agir sur la consommation. Et donc tout ça fait qu'un chargé de conduite aujourd'hui, quand il est face à un besoin de prendre une décision sur une reprise d'incident, sur l'optimisation de son plan de tension, sur la meilleure manière finalement de répondre à un incident qui s'est produit sur le réseau, la séquence d'action qu'il va déterminer pour revenir à la situation normale d'exploitation du réseau, finalement, cette séquence d'action, c'est beaucoup plus compliqué pour lui aujourd'hui de décider quelle est la séquence la moins coûteuse, la séquence optimale d'action à réaliser, que ce qu'il pouvait avoir à faire dans les années 2000. Et donc cet outil qu'on a créé, qu'on a conçu pour répondre à ce type de besoin-là, on l'a expérimenté donc avec eux, avec des gestionnaires de réseau de distribution et de transport. Et ça nous a permis de valider avec ces clients-là que c'est intéressant d'avoir une solution IA pour assister les chargés de conduite dans la définition de la meilleure séquence d'action à réaliser. Et surtout, ce qui a été intéressant de voir sur les cas qu'on a testés avec eux, c'est que très souvent, il y a eu plein de cas où en fait, ils ont appris des choses. C'est-à-dire qu'ils se sont rendus compte que les actions qu'ils réalisaient auparavant, les habitudes qu'ils avaient pour résoudre tel ou tel problème de conduite, finalement, ce n'était pas la solution optimale. Il y avait quelque chose qui était peut-être un peu mieux, peut-être un peu moins coûteux, peut-être un petit peu plus pertinent, performant, qui permettait de rétablir la situation normale plus vite que ce qu'ils faisaient auparavant. Voilà, donc on en est là sur notre utilisation très concrète finalement d'outils IA. Donc évidemment, on a nos missions d'études, de consultants classiques, mais voilà, on fait aussi du projet très concret chez nos clients pour les accompagner sur ces enjeux-là. Donc les outils ont été adoptés par les gestionnaires de réseau qui les... C'est des outils donc, qui aujourd'hui ont été donc, validés sur 100% des cas d'usage sur lesquels on les a testés sur le terrain et donc qui sont dans leur phase de justement préparation de déploiement, préparation d'insertion pour être utilisés au quotidien par des gestionnaires de réseau. Tout à fait. Donc on voit bien qu'on n'est pas dans une idée d'automatisation et de confier à l'IA la gestion du réseau, mais qu'il y a effectivement plutôt des recommandations et que les opérateurs sont bien là pour décider de ce qu'il faut faire au final. Tout à fait, c'était un facteur qui était extrêmement important, qui était clé dès le début de ces projets-là. C'est de toute façon, l'être humain reste le seul à prendre la décision en matière d'exploitation du réseau. L'outil qu'on a développé n'est là que pour le conseiller sur la meilleure séquence d'action à réaliser. Et après, s'il veut faire complètement autre chose, il fait complètement autre chose. Voilà. L'outil n'est là que pour l'aider. Joachim, vous voulez réagir par rapport à ça aussi Oui, en fait, c'est très important parce que quand on parle d'intelligence artificielle, entre guillemets, ce n'est pas contre l'humain, en fait, de façon globale. Il faut de l'éthique dans l'IA, et ça, c'est un point qu'on aborde dans notre groupe de travail. Hein. Ce point est très important et on doit savoir quelle utilisation on fait. Ce sont des outils d'aide à la décision, mais ce ne sont pas forcément des outils de décision. Avec l'IA générative, toutes les questions qu'on pose, on a une réponse.
Et l'IA générative donne cette réponse avec beaucoup d'aplomb. Alors derrière ça, ce sont des probabilités. Et donc c'est à nous de savoir, est-ce que cette probabilité nous permet de faire cette action ou bien, entre guillemets, de faire fi de ce que l'IA générative nous propose. Et donc c'est l'humain qui est au centre des décisions. Nicolas, ouais, un commentaire? Alors, nous, notre approche aussi de l'IA dans son utilisation, nous, on a automatisé un diagnostic qui peut être fait par de l'humain et qui représente à peu près, pour un expert métier, 2 jours de travail. On le fait en quelques secondes aujourd'hui. Ce qui permet aujourd'hui de déployer une solution à très grande échelle en remplaçant finalement un travail long, rébarbatif, qui peut être fait par l'humain. Alors ces experts métiers, ils disparaissent pas, hein, loin de là. Sauf qu'aujourd'hui, au lieu de faire quelques dizaines de diagnostics par mois, ils peuvent, chez nos clients, ils sont toujours en place, ils sont même plus valorisés qu'avant, puisqu'ils se concentrent sur leur cœur de valeur ajoutée. Et quand un défaut est détecté, ils ont tout le cheminement dans la solution qui est disponible, tous les résultats traditionnels qui sont dits intermédiaires qui sont disponibles pour pouvoir confirmer, infirmer ou enrichir le diagnostic. Donc au lieu de surveiller, on parle dans l'éolien par exemple, puisque c'est une industrie qui est assez mature sur l'utilisation de ce type de solution. On parle d'environ 80 machines surveillées une fois par mois par un expert métier. On permet de passer à quelques milliers par expert. Et on permet vraiment, et en surveillant tous les jours, voire plusieurs fois par jour selon les contrats. Et donc on permet réellement de déployer la maintenance prédictive à très grande échelle. L'humain reste présent, reste décisionnaire de l'opération de maintenance ou non, de rester en production ou non, mais avec une information disponible pour prendre cette décision qui est beaucoup plus fine, beaucoup plus riche. Et je pense qu'on a besoin de ce changement d'échelle quand on voit les engagements qu'on a en termes de développement des énergies renouvelables. Il faut qu'on soit capable de monitorer tous ces moyens de production qu'on doit mettre en opération dans les années à venir. Oui, effectivement, les moyens de production en nombre d'unités augmentent de manière très rapide. Et puis, on a des unités de production qui sont de moins en moins accessibles. Donc, l'éolien onshore que j'ai cité est rarement au bord d'une route disponible. Alors, on en voit depuis l'autoroute, mais en fait, c'est qu'une petite partie. Et puis, on est en train de développer massivement au niveau international l'éolien offshore flottant avec des unités de très grande taille, puisqu'on parle d'unités qui sont de 8, de 20 mégawatts pour certaines, avec une envergure de pale de 180 mètres, c'est-à-dire que le point haut est à 200 mètres au-dessus du niveau de l'eau. C'est une petite tour Eiffel sur l'eau. Intervenir sur ces unités de production-là, c'est loin d'être trivial, c'est coûteux, et donc pouvoir avoir une surveillance à distance qui est pointue, c'est non seulement un enjeu de performance, mais c'est même un enjeu de viabilité économique pour toute la filière. Très bien. Maintenant, je voudrais aborder un point, je pense, qui est peut-être dans toutes les têtes. C'est la question de la frugalité de cette intelligence artificielle. On entend beaucoup parler de la multiplication des data centers qui est la conséquence directe de l'usage du développement de l'intelligence artificielle. Et tous ces data centers, bien sûr, sont friands en énergie. Donc j'aimerais avoir vos points de vue sur cette question-là. Est-ce qu'on fait bien d'utiliser l'IA pour faire des économies d'énergie ou pour décarboner notre mix énergétique, et est-ce qu'on ne fait pas le contraire de ce qu'on cherche à faire? Joachim. Alors, le comble, ce serait d'utiliser des outils énergivores pour pouvoir gérer l'équilibre du réseau. Chez nous, qu'est-ce qu'on fait concrètement? C'est qu'on a plusieurs algorithmes de prédiction. Et ce qu'on fait, c'est que avant de les déployer en production, là c'est concret, on utilise un outil développé par... alors c'est https green-algorithm.org où du coup on a cet algorithme qui permet de donner en input le temps d'exécution, le temps de calcul, des informations d'infrastructure utilisées. Par exemple, si on est sur le cloud, si on est sur ou si on est on-premise, si on est entre guillemets, si on utilise
un personal computer ou bien si on utilise un serveur, et quels sont les processeurs, si on utilise du CPU ou du GPU. On met tout ça en input et en output, il nous donne, entre guillemets, en grammes CO2, l'équivalent de l'énergie qu'on utilise via ces algos. Et en plus, de façon plus palpable, il donne, entre guillemets, des indicateurs comme le nombre de kilomètres, l'équivalent du nombre de kilomètres qu'on peut parcourir avec une voiture personnelle, ou bien un pourcentage d'un voyage Paris-Dublin. Donc avec ça, ça permet de, même si si ce sont que des estimations, ça permet de choisir le bon algorithme. C'est-à-dire que le gain que j'ai en optimisant les erreurs de prédiction, est-ce que ça vaut le coup par rapport, entre guillemets, à l'utilisation ou bien l'énergie consommée par mon algorithme. Donc ça, c'est ce que nous faisons concrètement jusque-là. Il y a d'autres outils, hein, mais là, je voulais donner un exemple concret de comment on appréhende ce problème de... Enfin, c'est pas un problème, c'est une évidence. C'est une évidence de frugalité de nos outils. Oui, c'est très important parce que je pense qu'il y a cette idée qui flotte dans l'air qu'on est en train de faire peut-être un peu n'importe quoi. Et donc c'est rassurant quelque part de savoir que vous mesurez l'impact écologique des algorithmes que vous utilisez et ça fait partie de vos critères de décision même pour opter pour tel algorithme plutôt que tel autre finalement. Oui, c'est très important puisque nous, notre philosophie, c'est déjà de développer des énergies renouvelables et nous voulons avant tout, entre guillemets, lutter contre l'utilisation d'outils énergivores. Donc nous estimons que la moindre des choses, c'est de pouvoir estimer ce que nos algorithmes consomment et ce que nos algorithmes produisent en termes de CO2. Thibaut, oui, est-ce que vous pensez que GEG est un cas particulier ou est-ce que vous avez fait un constat peut-être plus général au sein de l'industrie de l'énergie ? Alors j'espère que c'est un exemple surtout à suivre en termes par rapport aux bonnes pratiques que Joachim vient de nous présenter. Peut-être une réaction par rapport à cette question. Finalement, si on réfléchit à la consommation des quelques kilowattheures, peut-être mégawattheures d'électricité qui vont être nécessaires pour faire tourner les outils spécifiquement utilisés par les acteurs du secteur de l'énergie pour optimiser le fonctionnement du système électrique, d'optimiser le fonctionnement de parcs, mieux prévoir les pannes pour justement les limiter, réduire le coût global d'utilisation des énergies renouvelables. Finalement, ces quelques électrons-là qu'on va utiliser pour ces outils-là, par rapport aux gains qu'ils vont apporter, je pense que clairement le ratio est largement à leur avantage. Et surtout par rapport à la consommation gigantesque des data centers sur lesquels on va faire tourner d'autres types d'IA pour d'autres usages. Là, pour le coup, il n'y a pas photo. C'est peut-être sur les autres utilisations, les autres usages de l'IA, notamment sur tout ce qui va être, alors c'est peut-être un gros mot, hein, mais tout ce qui va être plutôt de l'ordre du superflu ou du purement ludique. C'est peut-être plutôt ces usages-là de l'IA, mais de la même façon qu'il faut interroger aussi nos usages de la data, qu'il faut questionner, et pas forcément les outils quand on les utilise vraiment dans un but qui est positif, j'ai envie de dire, pour améliorer le fonctionnement d'un système électrique qui, pour le coup, a des cas d'utilisation, on vient de le voir, hein, très concrets et très intéressants. Donc vraiment, le message, et ce qu'on dit nous d'ailleurs en général à nos clients énergéticiens, hein, très souvent, c'est justement, avant de se lancer bille en tête dans un projet IA, de toute façon, c'est première chose, on réfléchit, est-ce que déjà j'ai les données dont j'ai besoin ? Est-ce que j'ai pas des tonnes et des tonnes de données dont je ne me sers pas, qui ne me servent à rien, ou finalement il y a une question de frugalité de la data ? Avant de parler frugalité de l'IA, hein, on peut parler d'abord frugalité de la data. Et ensuite, faire de l'IA pour le plaisir de faire de l'IA, c'est comme il y a une dizaine d'années quand tout le monde faisait de la blockchain pour faire de la blockchain. Ça ne sert pas toujours. Il y a plein de fois où ça ne sert à rien. Voilà. Donc c'est un peu ça le message. Mais en l'occurrence, sur des cas d'usage tels que ceux-là, je pense que clairement, le ratio, l'analyse coût-bénéfice en termes d'électrons est largement à l'avantage de ces outils. Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas que
à ce niveau-là. C'est aussi dans le choix des algorithmes. Parce qu'en fait, on peut avoir plusieurs algorithmes qui donnent des résultats, peut-être certains meilleurs que d'autres, mais seulement ce meilleur-là, il faut challenger pour savoir si ça vaut le coup d'aller vers un algorithme qui est plus énergivore, mais qui donne de meilleurs résultats, ou bien si le delta est négligeable et qu'il vaut mieux utiliser un algorithme moins énergivore. En fait, c'est plus dans ce but-là. Nicolas, vous rentrez dans ce niveau de détail aussi dans vos choix d'algorithmes? Effectivement, tout l'enjeu, c'est combien coûte la solution et combien elle permet d'économiser ou combien elle génère, en tout cas. Moi, je parle en CO2 équivalent, puisqu'il y a effectivement un coût énergétique qui est assez important, mais il y a aussi d'autres coûts induits. Nous, on a eu la chance d'être gentiment poussés par l'ADEME très tôt pour calculer nos coûts carbone de l'usage de notre solution et de l'impact de notre solution chez nos clients. Et donc ce différentiel, nous aujourd'hui, on le connaît assez bien selon les cas d'application. On est globalement sur un ratio 800, c'est-à-dire que le coût de notre solution en carbone équivalent est 8 fois moins générateur de carbone équivalent que l'impact positif qu'elle a. Donc le débat est clos pour nous. Mais pour en arriver là, on a déjà dû faire le calcul pour pouvoir le dire de manière rationalisée, mais on a aussi optimisé nos algorithmes parce que entre une première version qui marche et une version qui est optimisée, il y a quand même un travail de fond à faire, à fournir, qui amène plein de bénéfices induits, dont le coût environnemental, mais aussi le temps de calcul. Et ça, c'est un travail qui est au niveau de l'IA, en tout cas, qui n'est pas tout à fait anecdotique. Ben, écoutez, tout ça c'est rassurant. Moi, ça me rassure sur l'usage qui est fait de l'IA, effectivement, dans le secteur de l'énergie. Au moins, à travers vos exemples, vous semblez avoir bien pris en main et en considération la question, effectivement, de l'impact carbone de cette IA. Donc, tout à fait rassurant. Est-ce que vous souhaitez rebondir sur des propos qui ont été avancés par les uns les autres? Est-ce qu'on cède la parole à la salle? Est-ce qu'il y a des questions dans la salle à ce stade? Pas de questions? Ben alors, on peut faire un petit round de propos conclusifs sur cette table ronde, puisqu'on arrive bientôt à la fin. Est-ce que vous avez un message à faire passer, une annonce, un scoop à nous livrer, un rendez-vous à nous donner? Je commence par vous, Thibaut. Non, mais merci encore pour l'animation de cette table ronde sur un sujet qui, mine de rien, est particulièrement important pour la manière dont on va optimiser, non pas les décisions qu'on prend sur notre mix énergétique futur, mais la manière dont on s'en sert, la manière dont on justement, dont on essaie de s'en servir de la manière la moins coûteuse, la plus optimale pour la collectivité. La finalité, finalement, c'est toujours ça. C'est comment on fait pour que notre mix énergétique futur soit le mieux utilisé de la meilleure manière possible, et au moindre coût pour la collectivité. Non, tout simplement, voilà, sur le projet que j'ai évoqué tout à l'heure. Si jamais il y a des personnes dans la salle qui sont intéressées, qui veulent venir en discuter, n'hésitez pas. Donc, on est sur le village Ténerdis, sur ce salon, donc le stand ILA Consulting. Merci Ingrid pour l'animation et d'avoir amené ce sujet qui est quand même clé, puisque l'IA est un nouvel outil, mais c'est un outil, donc comment on l'utilise, c'est quand même la vraie question d'aujourd'hui. J'espère en tout cas qu'on vous a apporté quelques éléments de réponse sur comment l'IA peut être utilisée, puis si certains veulent échanger, je serai disponible après l'intervention. Merci Nicolas. Pour moi aussi, comme Nicolas, s'il y a des gens qui veulent, entre guillemets, échanger sur ces solutions chez GEG, ce serait avec grand plaisir. Je crois qu'on peut féliciter nos intervenants pour leurs propos, très didactiques.
J'ai eu beaucoup de plaisir à animer cette table ronde. Pour ma part, pour ceux que ça intéresse, je vous invite à suivre sur LinkedIn la page du projet européen Minasmart. Et puis, n'hésitez pas à venir prolonger les échanges avec nos intervenants. Merci pour votre écoute et à bientôt. Bon salon.